enfin bon, des choses de grande qualité. Et par ailleurs, il a été lauréat du prix de la division il y a quelques années, c'était en 2008, je crois. 2008. Ouais. Donc il va nous faire un exposé sur la chimie organique qui prolonge, je pense, un peu celui de l'an dernier. Exactement, ouais. De la Farge, ouais. Donc qui s'intitule « Enseigner la chimie organique, pour qui, pourquoi, comment ». Vaste programme. Merci. Alors je voudrais commencer en remerciant les organisateurs de ces GIREC, en particulier Florence, pour m'avoir permis de faire la présentation cet après-midi. Et puis également, je souhaitais remercier tous les gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de chimie organique ces dernières années, puisque je vais synthétiser un petit peu le bilan de, on va dire, près d'une dizaine d'années de pratique de la chimie organique un petit peu originale, donc différente de celle qu'on voit d'habitude. Et donc je souhaitais remercier donc, les collègues avec qui je travaille à l'ENCPB, et également l'ensemble des collègues de BTS Chimie avec lesquels je travaille régulièrement, des universitaires, des industriels. J'ai discuté avec pas mal de gens pour synthétiser un peu tout ça et vous présenter quelque chose cet après-midi. Je tenais aussi à remercier particulièrement Ludovic Julien, avec qui j'ai pas mal discuté, et je vais essayer de résumer tout ça et vous présenter donc des pistes. Alors, je voulais commencer simplement en essayant de voir si on peut déjà définir ce qu'est la chimie organique. Et si on regarde dans différents ouvrages, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de définition de la chimie organique, c'est extrêmement variable, tout simplement parce que la chimie organique, c'est le résultat d'un découpage historique qui date du fin XVIIIe siècle, où on a fait un découpage entre ce qui était minéral, ce qui était vivant, et on a greffé là-dessus la chimie générale, physique théorique, donc la chimie analytique au fur et à mesure des années. Mais en fait, c'est un peu par défaut que la chimie organique s'est créée, et il est curieux de voir que la chimie minérale s'est renommée quelques années après en chimie organique. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que le découpage entre ces différentes disciplines, qui a évidemment évolué depuis le temps, c'est plus tout à fait ça maintenant, est-ce que ce découpage est encore d'actualité? Donc une définition de la chimie organique, on sait que c'est lié au vivant. Si on veut essayer de donner une définition plus précise pour les étudiants, on peut dire que c'est la chimie des composés hydrogéno-carbonés, on agit sur la modification de groupes fonctionnels ou de squelettes carbonés. Et la spécificité de la chimie organique, c'est la synthèse à façon, c'est-à-dire que, quelle que soit la structure d'une molécule, on parvient, dans une certaine mesure, à la calquer, à la reproduire. Donc après, on peut s'intéresser à la perception dans le monde des scientifiques, même dans le monde des chimistes, de ce qu'est donc la perception de cette chimie organique. Et il y a deux catégories. Il y a, même chez les chimistes, il y a ceux qui adorent ça, et il y a ceux qui n'aiment absolument pas. Et on peut se poser la question du pourquoi. Alors, ceux qui aiment, en fait, c'est pour certainement toujours les mêmes raisons, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans le jeu intellectuel de la chimie organique, eh bien, on prend plaisir à découvrir les nouvelles astuces mises au point par tel ou tel grand chimiste à travers le monde. Donc là, il y a les travaux de Nicolas Hou, on peut citer Corée, etc., Woodward et tant d'autres. Et on a tous le souvenir d'avoir passé des heures et des heures à travailler sur des mécanismes, essayer de comprendre la protection, la déprotection de tel ou tel état. Donc ça, c'est ceux qui s'amusent à faire de la chimie organique. Et puis, il y a les autres. Donc les autres, pour eux, la chimie organique, c'est A donne B, donne C, et on comprend jamais pourquoi on a obtenu C, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ensuite, il y a le constat, il y a énormément de choses à mémoriser, on ne comprend pas la logique, donc il y a trop de facteurs qui interviennent, on ne sait pas trop lesquels choisir. Quand on fait ça au labo, ça ne marche jamais. Et ensuite, il n'y a rien à mesurer, ou alors les pauvres choses à mesurer, c'est un rendement, une pureté, et on ne sait pas trop ce que ça signifie. C'est assimilable à des recettes de cuisine qu'on ne remet jamais en question, qu'on applique, et ensuite on restitue, on ne réfléchit pas, et quand on fait ça au laboratoire, eh bien, on est noté sur des critères très, très relatifs comme le rendement ou la pureté. Donc tout ça, ça ne donne pas très envie d'en faire. Je vais faire maintenant une remise à zéro en repartant tout début, donc la naissance de la chimie organique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la naissance de la chimie organique, c'est à l'époque où Lavoisier et ses collègues s'intéressent à la nomenclature chimique.
donc, et il y en a un dans l'équipe qui décide d'appeler chimie organique, hein, donc la science qui s'intéresse aux transformations non vivants. Et c'est au 19e siècle, au cours du 19e siècle, que s'est développée la chimie organique à travers donc, différents aspects. Il y a un épisode connu qui est la synthèse de Wöhler en 1828, où il synthétise de l'urée à partir d'isocyanates. En fait, quand on regarde bien, en fait, ces synthèses de Wöhler n'est absolument pas de la chimie organique, puisque les cyanates qu'il utilisait à l'origine étaient d'origine organique. Donc, en fait, il passait de l'organique à l'organique. Et donc la vraie chimie organique, la vraie naissance, on pourrait l'associer aux travaux de Berthelot qui sont plus tardifs que Wöhler, où lui a vraiment fait une démarche qui permettait de synthétiser des molécules comme le benzène, l'éthanol et d'autres choses à partir de vraiment de produits inorganiques. Le développement des techniques expérimentales a permis donc l'essor de la chimie orga au 19e. C'est la chimie pneumatique, c'est les travaux de Gay-Lussac, retravaillé ensuite par Avogadro et puis Ampère. C'est la mise au point de techniques fiables de mesure de masse, de volume. Donc les mesures de masse précises, c'est Lavoisier. Les mesures de volume, c'est l'estimation des volumes des gaz d'une part, mais des Croisy qui met au point les premières burettes, pipettes, etc. Donc le matériel de précision. Et dès le 19e, milieu 19e siècle, hein, on commence à avoir une accumulation de données extrêmement importante par toute une série de réactions chimiques qui sont le fruit de ce qui s'est fait entre le 16e, 17e, 18e siècle, c'est-à-dire des dégradations, des combustions, des précipitations. Les données sont accumulées et des concepts commencent à émerger. Au départ, c'est empirique. Ensuite, la théorisation de la chimie organique se dessine tout doucement grâce à des gens comme Auguste Laurent, Charles Gerhardt. Un peu plus tard, il y aura Van Doff, il y aura des tas beaucoup de scientifiques vont participer à ça. Et il faut savoir que dès la fin du 19e siècle, on a l'apparition ce qu'on appelle les protomécanismes. Donc quand on regarde par exemple des publications comme celle de Friedel et Kraft, qui date de 1877, eh bien, il y a des hypothèses qui sont faites sur les mécanismes de la réaction d'alkylation d'acylation. Donc à cette époque-là, ça commence à se dessiner, et surtout, on en a parlé ce matin, il y a la naissance de l'industrie chimique. C'est la movéine de Perkin, c'est la lysarine de Bayer chez BASF, et donc ça génère des profits énormes, et ça va aussi aboutir à la naissance de la chimiothérapie, fin 19e aussi, donc la naissance de l'industrie. Au XXe siècle, les aspects théoriques de la chimie organique commencent à se peaufiner, les mécanismes électroniques apparaissent. Donc la mécanique quantique apparaît aussi, mais on ne sait pas s'en servir, enfin, au début 20e, il faudra attendre un peu de temps. Les premières synthèses totales apparaissent aussi, j'ai mis dans un point la synthèse de la tropinone de Robinson, qui est quand même une très jolie molécule fabriquée en une étape, ça date de 1917. À cette époque-là, il y a aussi des gens qui travaillent sur la synthèse du camphre, des molécules qui sont assez complexes. Donc, et tout au cours du XXe siècle, on va avoir donc une croissance dans la complexité des molécules qui seront synthétisées. Il y a évidemment toutes les techniques d'analyse donc fiables, donc avec le moins d'incertitude possible sur les résultats. C'est le cas de la spectromasse, c'est le cas de la RMN, donc au cours du XXe. Ensuite, il y a l'idée qui consiste à calquer ce qui se passe dans le vivant, le biomimétisme, la bioinspiration. L'utilisation des outils informatiques permet de simplifier les calculs issus de la mécanique quantique et de faire la modélisation moléculaire. Et donc surtout aussi un aspect intéressant qui est lié au biomimétisme, c'est les phénomènes d'auto-organisation de chimie supramoléculaire. Au XXIe siècle, on a d'autres composantes. On a l'anneau qui commence à émerger sérieusement. L'auto-organisation prend de plus en plus d'importance. On tient compte des milieux, on tient compte des phénomènes d'auto-organisation dans les structures. Et l'informatique, c'est pareil, ça prend un essor assez important. Ça permet de prédire, de modéliser de façon de plus en plus fiable et de stocker l'ensemble des données. Et surtout, il y a donc un changement d'idée par rapport à la pratique de la chimie au quotidien. C'est le respect, on essaye de respecter le développement, de faire la chimie dans le sens du respect du développement durable, notamment la gestion de l'énergie des matières premières. Donc ça, ce sont des problématiques qui seront importantes. Et la chimie organique devient depuis quelques années non plus, de moins en moins une discipline à part entière, mais plutôt une discipline au service d'eux. Et il y a deux principaux débouchés, ce sont les matériaux et le vivant, la bio.
Donc, si on regarde un peu ce qu'est la chimie organique aujourd'hui, si on compte, si on va sur le CAS, voir combien de molécules sont recensées, donc des molécules organiques, on est à plusieurs dizaines de millions connues, des propriétés connues et simulées, donc en termes de propriétés simulées, propriétés physico-chimiques, on est à plusieurs milliards de propriétés simulées. En termes de spectres mesurés et simulés, donc dans le domaine de l'ARMN, il y a 1 million de spectres mesurés, il y en a une centaine de millions modélisés. On a des données, une quantité de données tout à fait considérable. Le nombre de transformations listées donc par le CAS, c'est de 10 millions, c'est considérable. Et on a un nombre de revues, de publications absolument gigantesques. On a de plus en plus la participation dans ce que j'appelais les pays émergents, mais ce n'est pas tout à fait les pays émergents. La Chine publie de plus en plus. On a aussi donc des publications au Brésil, un peu partout. Il n'y a pas que l'Europe occidentale, les États-Unis qui publient, il y en a vraiment partout. Et on a de plus en plus de brevets, de procédés qui sont mis au point. Donc pour résumer, en fait, la chimie organique, c'est un art, on l'a vu tout à l'heure, c'est des jolies synthèses multi-étapes, et c'est une science, et c'est surtout une industrie. L'objectif maintenant, quand on doit enseigner la chimie organique, c'est déjà de se poser des questions et d'apprendre à tirer profit en fait, de toutes les données qui ont été accumulées, donc que ce soit au niveau des molécules qui sont identifiées, des conditions opératoires, ça joue énormément, la chimie organique ne s'improvise pas, et les techniques d'analyse qu'on va lui associer. Donc la question maintenant à se poser, c'est dans l'ensemble de ces données qui est absolument considérable, eh bien, quel tri on va faire et qu'est-ce qu'on va garder. Donc pour ça, j'ai posé 3 questions. C'est le titre de la conférence, ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend quels sont les besoins, le pourquoi, et ensuite, une fois qu'on a défini ces deux paramètres, on va voir comment on peut mettre en place. Donc j'ai choisi de définir 4 cibles possibles. Donc il n'y a pas que le monde de la chimie, il faut penser à tout le monde quand on fait l'enseignement. Il y a le citoyen ordinaire, il y a les scientifiques qui ne font pas de chimie, donc ça peut être les informaticiens, ceux qui font de la médecine, etc., la bio. Et ensuite, ceux qui vont faire de la chimie, il y a ceux qui font la recherche fondamentale, essentiellement dans le monde de l'université. Et ensuite, il y a le monde industriel, dans lequel je vais distinguer donc, les techniciens, les opérateurs, les conducteurs, dans un premier temps, les techniciens supérieurs, ensuite les ingénieurs, et voir ce qu'on peut donner quelle différence on peut faire pour choisir le type d'enseignement dans ces différentes filières. Donc j'ai dans le bon sens, voilà. Donc au niveau du pourquoi, il faut se poser la question, donc ça sert à quoi de donner des informations d'une culture de chimie organique aux citoyens? Eh bien en fait, il y a un travail qui est fait, il faut transmettre donc un minimum de culture générale, scientifique, technique, industrielle, donc à tout un chacun, on verra pourquoi tout à l'heure. Ensuite, il est impératif de continuer à développer de nouvelles applications, c'est évident, hein, c'est donc le développement d'expertise, c'est le rôle essentiellement de l'université, donc la recherche fondamentale, et ensuite on doit, dans des pays comme la France, doit être continuer à développer des applications industrielles, donc mettre au point des procédés et des brevets. Et ensuite, on peut aussi se poser la question de savoir si la chimie organique, quand on l'enseigne, elle ne développe pas des compétences spécifiques, donc qui n'ont pas de finalité particulière et qui pourraient être transposées dans d'autres domaines. Et notamment, il y a 2 aspects. Le premier... Je recule un peu? D'accord, ça va trop fort. Donc, le premier, ce sont la nature des opérations qu'on mène dans un laboratoire de chimie organique, puisque les compétences expérimentales sont tout à fait spécifiques. Et ensuite, il y a une façon particulière d'appréhender les choses. Quand on comment? Alors, le comment, il faut se poser la question de ce que l'on donne comme outils de base, comme fondamentaux. Donc, quels sont les concepts? Alors, pourquoi je pose ces questions? Parce qu'il est évident qu'on va faire du tri. On a déjà discuté un petit peu, depuis un petit moment. On enseigne trop de choses et donc il va falloir faire un tri, donc il va falloir être pertinent, donc il va falloir élaguer. Donc quels sont les bons concepts, quelles sont les bonnes techniques et quelles sont les compétences qui vont être ciblées donc, dans ce que peut être un nouvel enseignement de la chimie organique. Donc l'objectif et la finalité étant vraiment de former aussi au mieux donc, les industriels, puisque c'est là que il y a un vrai besoin de former les industriels opérationnels. Il ne faut absolument pas négliger 2 aspects importants. C'est celui qui consiste à ne pas sectoriser chacune des formations. Il faut toujours penser que chaque personne
formé dans un domaine, de pouvoir discuter avec les autres, donc les outils de communication, faire attention au vocabulaire, aux cibles choisies. Et ensuite, il faut penser à un autre paramètre qui est que maintenant existe, hein, donc le système de formation professionnelle tout au long de la vie, donc il faut tenir compte de ces paramètres. L'idée maintenant, qui se cache derrière tout ça, c'est qu'il faudrait créer des programmes ouverts qui ciblent des compétences spécifiques donc à la chimie organique. On va voir comment après. Donc je reviens au POCI. Alors, POCI, pour les citoyens. Donc les citoyens, ça sert à quoi de faire de la chimie organique? Bon, pas vraiment grand-chose, mais à mon avis, ça peut quand même donner un petit peu de bon sens dans la vie de tous les jours, être critique, par exemple, quand on voit ce jouet, on voit 120 expériences de chimie sans danger. Pourquoi sans danger? Parce que c'est fait avec des produits de la vie de tous les jours, parce qu'évidemment, les produits de la vie de tous les jours sont sans danger. Pour les scientifiques, faire la chimie organique, ça sert à quoi? Développer des compétences spécifiques, c'est une chose. Et ensuite, on va voir le deuxième item, c'est trouver l'information des validés, c'est très important. Parce que la notion de bibliographie en chimie organique est omniprésente, et savoir lire et extraire l'information et la traiter, c'est important. Et ensuite, manipuler les concepts de chimie physique dans un contexte relativement complexe, c'est aussi des spécificités de la chimie organique. Un petit état des lieux sur ce qui est fait aujourd'hui, suite à la réforme qui a eu lieu en pré-bac, en bac plus 1, en CPGE. Donc, en pré-bac, la chimie organique s'enseigne dans 2 filières, la filière S, la filière STL. Donc la filière S, les programmes sont très intéressants. Et moi, ce que j'en ai vu, hein, pour moi, l'objectif, c'était lever les inhibitions. C'est-à-dire qu'on a simplifié l'approche de la chimie organique, ce qui permet d'avoir une version simplifiée et pas trop difficile à interpréter. Donc il y a un travail très intéressant qui a été fait. En filière STL, tout le monde ne connaît pas la filière STL, mais le programme est assez similaire. Le problème, c'est qu'il est plus complet et il est plus ambitieux, et à mon avis, il y a peut-être un problème d'adéquation entre le niveau qui est requis pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le programme et le public de la filière STL, mais ça c'est un autre problème. Et ensuite, donc en post-bac, donc alors l'université a vécu sa réforme, pas sa réforme, mais a récupéré cette année la première cuvée des élèves qui sortent du bac et du nouveau bac. Donc on aura peut-être l'occasion de discuter avec les collègues universitaires, savoir comment ils se sont adaptés à ces nouveaux élèves. En CPGE, la réforme a eu lieu cette année, donc là, pour l'aspect, ce sera l'année prochaine. Donc les programmes de chimie organique ont été revus et retravaillés avec le même état d'esprit que celui de la filière S et STL. Et en DUT, j'aurais pu demander, mais j'ai pas demandé. En BTS, pour l'instant, il ne se passe rien, puisqu'en fait, il y a eu simplement des aménagements des anciens programmes, et un nouveau programme est à venir. Donc la chimie organique est présente dans ces quatre filières. Donc, pour la filière universitaire, donc ça pourra être l'objet d'une discussion pendant l'atelier qui suivra, c'est-à-dire savoir, ça va être très intéressant de voir comment les enseignants de l'université de Bac plus 1, de L1, se sont adaptés donc, aux nouveaux élèves qui sont arrivés cette année. Et donc, il y a des propositions qu'on puisse avoir. Je vais m'intéresser maintenant à la filière industrielle, puisque j'avais distingué tout à l'heure 3 types donc, de publics. Les techniciens, donc les équivalents des bacs professionnels, les techniciens supérieurs, et les ingénieurs qui ont chacun donc, dans une entreprise des rôles qui sont assez différents. Le technicien applique, le technicien supérieur il applique, il adapte, il fait l'optimisation, rarement de la conception, et l'ingénieur il encadre la plupart du temps, il peut être amené à concevoir ou à optimiser. Et donc l'idée c'est de former chacun de ces trois filières, ces trois types, sans jamais négliger les passerelles possibles entre ces. Donc maintenant pourquoi? Alors pourquoi les besoins en chimie organique, quand on discute avec les industriels, avec les universitaires, on s'aperçoit que ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Donc les besoins en recherche fondamentale, on voit peu à peu disparaître ce qui nous faisait rêver avant quand on faisait des études de chimie organique, c'était les synthèses totales, c'était les grands mécanismes, etc. Donc ça, c'est en train de disparaître.
Dans le domaine de la recherche appliquée, c'est l'adaptation en permanence au monde économique, industriel et à la société. Donc ça, on ne maîtrise rien. Et les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de neuf avec la chimie organique aujourd'hui? Donc il y a trois pistes, enfin deux principales. La première, c'est faire du neuf avec du vieux. C'est ce que font beaucoup d'entreprises. Donc c'est l'optimisation. On travaille à rentrer dans le cadre du développement durable. Donc il faut optimiser. On prend les anciens systèmes et on essaie de les améliorer. Faire du vrai neuf. Donc ça, il y en a visiblement de moins en moins. Et surtout, je crois que discussion, j'ai eu pas mal de gens, l'avenir consiste non plus à faire de la chimie, mais à faire de la chimie organique, non pas par d'autres personnes, mais simplement en utilisant les biotechnologies, et les biotechnologies donc, permettent de faire de la synthèse, avec un coût énergétique très faible à température ambiante, et avec des sélectivités qui sont extrêmement intéressantes. Comment ? Je vais faire aussi un petit rappel sur un petit panorama de l'enseignement de la chimie organique. Donc l'enseignement de la chimie, ça commence au XVIIIe siècle. Vous avez l'icono là-haut avec les cours de Rouelle, pendant lesquels c'était des cours publics, les gens assistaient à ça, et ensuite c'était souvent très spectaculaire. Donc à cette époque-là, au XVIIIe siècle, il n'y a pas vraiment d'enseignement en chimie ni chimie orga, puisqu'en fait ça reste des cours en circuit, en petit effectif. C'est au XIXe siècle que l'enseignement de la chimie orga commence à se mettre en place, et Liebig, en Allemagne, qui en fait, suite à un passage à Paris chez Gay-Lussac, copie son système et en place dans les années 1820-1830 en Allemagne, à Gießen, donc les premiers laboratoires. Et ensuite, à partir des années 1830, 1840, 1850, donc il y a de nombreux périodiques, livres, manuels qui se mettent en place. Il se passe quelque chose d'important en France, c'est juste après la guerre de 1870. Donc il y a les Alsaciens quittent leur Alsace, ils se retrouvent à Paris, les chimistes, et ils vont mettre en place, donc ils vont calquer le modèle des Technische Hochschule, qui est allemande, et ils vont mettre en place donc les écoles techniques à cette époque-là. C'est ce qui va générer la naissance des écoles d'ingénieurs techniques en France. Au XXe siècle, il y a la réforme de 1902 où apparaissent les travaux pratiques pour la première fois dans l'enseignement au lycée. Donc ça, ce sont des points clés. Et ensuite, au XXe siècle, on peut lister ce qui s'est produit. Alors, ce qui s'est produit, il y a ce que j'appelais les cours à la charge de Prévost. C'était ce qu'on avait décrit il y a très longtemps, c'était les cours caricaturaux, où pour ce monsieur-là, donc c'était il fallait tout apprendre par cœur, les températures d'ébullition des alcools, les alcanes, etc. C'était l'accumulation encyclopédique qui faisait un bon chimiste organicien. Et c'est marrant parce que le discours de ce monsieur-là, on le retrouvait déjà au XIXe siècle. C'est ce que disait Liebig. Il disait que la chimie organique ne peut être pratiquée que quand on donnait vraiment tout par cœur. Ensuite, on a eu en France l'apparition tardive de l'acceptation des mécanismes réactionnels. Est-ce que ça date des années 60? C'est Bianca Tchoubar, Marc Julia qui installe ça un peu difficilement en France, alors qu'aux États-Unis, c'était déjà en place depuis 30 ou 40 ans. Ensuite, j'ai appelé ça le Paul Arnaud et assimilé. Donc, on a tous connu ici ce genre de bouquin. C'était la façon dont on enseignait donc la chimie organique il y a, je sais pas, 20 ans, 30 ans. C'était les livres dans lesquels c'était A, B, donne B, donne C, donne D, donne E, etc. Et il fallait s'entraîner donc à mémoriser, à anticiper, etc. Il n'y avait pas vraiment de logique. Et ça, c'est une chimie organique qu'il ne faut absolument plus pratiquer, elle ne passe plus du tout. Ensuite, il y a eu beaucoup de modèles, ce sont les manuels américains. On en a des tonnes maintenant à notre disposition. Ils sont faits de bilan aujourd'hui, donc il y a différentes approches. Il y a le classement par fonction. Voilà, tout le monde commence à prendre conscience que c'est pas forcément le meilleur pour enseigner. Il y a le classement par activité, c'est ce qu'on appelle la chimie organique avancée. Il faut maîtriser pas mal de concepts pour commencer par ça, c'est pas forcément facile. Il y a l'approche mécanistique, il y a des tas de collègues qui ont essayé d'enseigner la chimie organique uniquement par l'approche mécanistique. Ça marche plus ou moins bien, et puis il y en a d'autres. Donc celle que j'ai proposée en atelier, c'est les approches par objectif ou par problématique. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Après, question qui fâche, un bon chimiste organicien et un bon enseignant chimie organique,
on peut tous dire, tous ceux qui aiment la chimie organique et qui cherchent à l'enseigner, on a tous vécu des échecs mais monumentaux, et ça c'est international. Donc évidemment tout le travail que je vous propose, enfin ce que je vous dis cet après-midi, c'est aussi le bilan d'énormément de lectures, de tas de didacticiens et de chimistes organiciens, vraiment à l'échelle mondiale. Je suis allé voir un peu partout, et c'est tout le monde fait ce constat-là. Donc j'ai mis la citation qui avait donné David Lafarge l'année dernière lors d'Igéranic. Et le constat, c'est combien parmi nous ont déjà tout essayé. On pense avoir tout essayé, et en fait, ça ne marche pas. Donc, on va essayer de trouver peut-être ensemble des solutions aujourd'hui. Donc, je propose, en fait, une approche en 6 points pour essayer d'avoir les idées un peu plus claires, pour essayer de voir ce qu'on peut faire sur l'enseignement de la chimie organique. Donc, le premier point, c'est identifier les objectifs qui vont être donc systématiquement différents selon donc la formation que l'on vise, que ce soit dans le domaine industriel, universitaire et industriel, donc que ce soit technicien, technicien supérieur ou ingénieur. Ensuite, mettre en place, donc dès qu'on a les idées claires sur les finalités, donc mettre en place un enseignement adapté à son public. Ça signifie la mise en place, je détaillerai tout à l'heure, donc de ce que j'appelle les évaluations diagnostiques, enfin ce qu'on appelle les évaluations diagnostiques. Je donnerai des exemples aussi. Ensuite, il est extrêmement important d'avoir identifié les obstacles, parce qu'il y en a énormément, des obstacles auxquels sont confrontés les jeunes quand ils découvrent cet univers de la chimie organique. Ensuite, mettre en place un enseignement actif. Alors je dis actif et dynamique, c'est l'enseignement basé sur la démarche d'investigation, le SFI, donc enseignement des sciences fondées sur l'investigation. Il y a des tas de choses qui sont intéressantes, j'en parlais tout à l'heure. Ensuite, en 5e point, il y a qu'est-ce qu'on évalue. Donc ça, c'est aussi un autre point extrêmement important. Et ensuite, le retour, la rétroaction suite à l'évaluation, c'est comment je diagnostique les sources de problèmes et je mets en place des outils pour corriger ce que j'ai diagnostiqué. On commence par identifier les objectifs. Donc, banalité, la chimie organique est une science expérimentale, parfait. Rentrons dans un cadre théorique difficile à modéliser, ça c'est évident, basé sur l'étude de documents sources. Donc ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a tendance à faire la chimie organique comme si on avait tout en tête. En fait, tout le travail qui est fait, il est basé sur l'étude de documents, donc la bibliographie, c'est un aspect extrêmement important. Donc sur la partie expérimentale, il y a différentes choses à savoir pratiquer dans un ordre croissant. Dans un premier temps, on ne peut pas s'amuser à mettre au point des protocoles, etc. directement. Il faut déjà maîtriser des techniques, donc savoir appliquer des techniques et les comprendre. Ensuite, il y a une autre démarche qui consiste à savoir adapter un protocole, c'est-à-dire peaufiner, tourner autour du protocole, l'optimiser. Et ensuite, l'idéal, c'est d'arriver à la conception de protocole. Alors autant il y a des domaines dans les sciences où il est facile d'appliquer, d'adapter, d'optimiser, de concevoir, autant en chimie organique, c'est tellement multifactoriel que c'est assez difficile. Donc on peut arriver au stade de conception qu'après avoir baigné dans l'univers de la chimie organique pendant un temps suffisamment important. La bibliographie, donc on ne réinvente pas la poudre. Donc on va chercher les informations là où elles existent. Il y a différentes façons de faire. Soit on dit, ouais, il y a Google, il y a le numérique, je vais avoir accès à disposition extrêmement facilement. Et on se retrouve dans la jungle d'Internet avec des informations pas forcément validées, qui amènent à des protocoles qui peuvent être des fois dangereux. Donc, c'est ce que j'ai dit, voilà, faire la biblio l'ancienne, c'est comme faire des bouquinistes. Il y a tout un charme à travailler, je sais qu'avec mes étudiants, dès qu'on sort les vieux bouquins, les Merc'Index, etc., eh bien, il y a un certain charme à ça. C'est un petit peu désuet, mais en fait, on trouve l'information, on a une information qui est validée, qui est pertinente, et sur Internet, alors on peut évidemment utiliser les outils numériques, c'est évident, mais il faut faire attention. Donc, quand on fait la bibliographie, il ne suffit pas de trouver l'information, il faut savoir se l'approprier, et pour ça, il faut maîtriser du vocabulaire. Donc, ça fait partie des fondamentaux. Il faut maîtriser les techniques et les concepts qui sont décrits dans ces protocoles, dans cette bibliographie, et ensuite, il faut savoir exploiter. Quand on se contente déjà de regarder ces différents items, là on a quasiment un contenu de programme. Parce que si on arrive à mener une expérience et à sourcer ces informations et les mettre en place, mettre en place un protocole, c'est qu'on a déjà acquis énormément de compétences. Il faut s'adapter à son public. Alors, il faut se poser des questions en permanence.
Il faut baigner dans l'actualité des sciences, dans l'actualité de la didactique, pour essayer de voir si, parce qu'on n'est pas les seuls à souffrir, donc il faut aller voir si d'autres personnes se posent les questions et voir si des gens ont des réponses. Alors il y a des revues, comme History, Education, Research and Practice, c'est une revue dans laquelle on trouve, il y a souvent des articles très intéressants, il y a une bibliographie à la fin, je vous la montrerai. Donc il est impératif donc, en permanence de discuter avec ses collègues, d'actualiser ses connaissances et sa pédagogie, parce qu'en fait sinon on se retrouve très vite avec un énorme décalage. Les discussions qui ont lieu ce matin déjà, c'est qu'il y a de plus en plus de différences entre ce qu'on attend des étudiants et ce qui se passe réellement, donc il faut trouver des solutions. Il faut savoir à quel public on a affaire. Donc, par exemple, ne jamais dire, comme vous l'avez vu l'année dernière, c'était une discussion aussi de ce matin, il ne faut jamais considérer quelque chose est acquis. Rien n'est acquis. Et donc, pour ça, il faut savoir ce qui est réellement acquis. Ça fait peur, le résultat, souvent. Mais, et pour ça, on va mettre en place des évaluations diagnostiques, c'est-à-dire des questionnaires. Et j'ai mis 4 traits parce que c'est un minimum. Il faut faire extrêmement simple. Voir si les outils vraiment les plus élémentaires sont connus. Et à partir de là, on construit, on ne construit pas sa progression pédagogique au mois de juillet pour l'année suivante. On construit sa progression pédagogique une fois qu'on a vu ses élèves, qu'on a fait ses premières petites évaluations et on sait quelle direction on va prendre. Si on fait ça à l'avance, on risque d'aller dans le mur. Différenciation de l'enseignement, c'est impératif. On doit gérer des groupes hétérogènes et donc il faut valoriser les compétences des uns, ceux qui sont en situation difficile, mais il faut réussir à mettre en place des procédures au sein de la promotion pour les aider. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il ne faut jamais négliger. Au niveau de la structure de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on veut. On commence par cours, ensuite on fait un TD, ensuite on va au laboratoire, ensuite on évalue. On peut faire ça dans n'importe quel sens, il n'y a aucune prescription. Moi, ce que je pensais à la limite, c'est de changer tout le temps. On peut très bien varier les approches. Au plus on varie les approches, au plus on amène les étudiants à ne pas avoir de routine et apprendre à s'adapter en permanence. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on enseigne? Alors, est-ce qu'on enseigne des connaissances ou est-ce qu'on essaye d'enseigner des compétences? Alors, c'est des compétences, c'est pas évident. Donc, j'ai fait un petit rappel parce que le vocabulaire n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Ce qu'on appelle une compétence, c'est un triptyque qui a 3 parties. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, les capacités, les connaissances et l'attitude. On entend ce mot évaluation par compétence depuis plusieurs années maintenant. C'est mis en place au collège, c'est mis en place au lycée, c'est en train d'être mis en place en post-bac. Et donc, c'est très joli, mais pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce qu'on doit faire. Il y a des pistes qui sont lancées. Mais il n'est pas évident. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans l'enseignement classique en France. On n'est pas du tout. Alors il faut savoir que les pays anglo-saxons le font. C'est le cas de l'Allemagne. Il y a 20 ans, ils travaillaient déjà donc, en évaluation par compétences. Donc, on n'est pas dans cette dynamique-là. On a du mal à rentrer dedans. Il faut qu'on se l'approprie. Voilà, première compétence. Il faut qu'on se l'approprie et c'est pas encore tout à fait le cas. Par contre, il ne faut jamais oublier qu'on ne peut évaluer les compétences que si on a clairement définit donc le corpus de connaissances sur lequel on se repose pour pouvoir évaluer ses compétences. Identifier les obstacles. Alors, en chimie organique, il n'y a que ça. Donc déjà, la chimie organique, c'est ce qu'il y a de pire en chimie, c'est que des idéogrammes. Donc c'est que de la symbolique. On utilise des jeux de dessins qui représentent pour nous des tas de choses et qui pour l'étudiant ne veulent absolument rien dire. Il faut avoir conscience de ça. Ensuite, on travaille sur plusieurs échelles et on passe de l'une à l'autre, nous, avec une grande facilité et on oublie qu'il n'est pas évident de passer d'une échelle à l'autre. J'en distingue 5, souvent on en voit 3, mais j'en distingue 5, c'est l'échelle industrielle, l'échelle laboratoire, le nano, c'est-à-dire le méso, l'intermédiaire, le moléculaire et le corpusculaire. Et on passe notre temps à passer de l'un à l'autre. Il faut savoir que chacune a son vocabulaire, chacune a ses outils mathématiques, chacune a des façons de réfléchir et raisonner différentes. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et j'ai ensuite écrit en bas un modèle mis en compétition. Effectivement, tout ça, en fait, nous, on passe aisément de l'un à l'autre. C'est pas du tout le cas des élèves. Donc 2-3 niveaux, voire plus. Florence disait ce matin qu'il y avait l'aspect humain aussi, on pourrait le rajouter pour faire un tétraèdre.
Donc il y a l'aspect moléculaire, l'aspect observable, l'aspect symbolique, etc. Donc tout ça, il faut tenir compte qu'on passe notre temps donc, à jongler entre ces différents aspects. Je vais reprendre des diapositives du diaporama de David Lafarge l'année dernière, parce que tout le monde ne l'a pas vu. Parce qu'il citait des très jolis exemples dans sa thèse, il les a montrés, donc je vais piquer ça. C'est les ambiguïtés dans les représentations en chimie organique. Par exemple, on ne respecte pas les règles d'ajustement des réactions. Ici, vous avez donc, vous faites une réaction de SN et vous avez donc 2 molécules de produit pour une seule molécule de réactif et un intermédiaire réactionnel. Donc là, on ne respecte pas les règles. Donc nous, on sait exactement ce que signifie ce schéma-là, on sait ce que ça représente, mais le gamin, l'étudiant, il voit ça, une molécule, 2 molécules, il ne perçoit pas. Donc il y a ces aspects-là. Il y a aussi donc, ce que David avait montré, qui étaient des exemples qui sont issus d'une thèse, je l'ai cité ici. C'est la thèse de Megan Adams-Zieba, qui est absolument remarquable aussi, qui est téléchargeable sur Internet, qui date de 2004, qui fait un bilan aussi sur l'enseignement de la chimie organique. Et donc là, ce sont des très jolis exemples où l'influence donc, du positionnement des réactifs induit la réponse. Par exemple, vous avez donc les exemples qui sont à gauche. Quand OH- est à gauche, donc l'étudiant envisage donc une inversion de configuration, parce que le OH- était préécrit au bon endroit. Ensuite, dans le cas petit 2, OH- donc, est du côté du BR, et bien forcément, alors il faut savoir que ce qui est écrit là, ce sont les résultats obtenus majoritairement, donc quand des évaluations ont été faites pour des tests de didactique. Donc dans le deuxième cas, le OH- est à droite, et bien on reste sur la rétention de configuration. L'exemple qui est à droite, il est intéressant aussi, c'est selon le choix de représentation, eh bien on va orienter. Donc par exemple dans le premier cas, ce qui va être obtenu comme résultat, ça va être de l'ASN. Dans le deuxième cas, ce qui va être obtenu, c'est l'élimination, parce que les H sont présents. Et dans le troisième, on trouve de tout. Donc c'est vraiment... et une fois qu'on a ça en tête, on pense différemment la conception de ces exercices. Le problème de la mémorisation. Alors, Bac plus 2, combien de nouveaux mots? J'ai fait le compte. Si on fait de la chimie organique de base, très gentille, on est à 200 nouveaux mots pour arriver à un niveau Bac plus 2. Si on fait de la chimie organique d'un niveau un peu plus élevé, on introduit donc en 2 ans 500 mots de vocabulaire nouveaux. 500, c'est absolument gigantesque. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. Parce que nous, on baigne là-dedans, on sait très bien qu'on va appeler telle espèce de telle façon, qu'on va spécifier qu'un mécanisme porte tel qualificatif, que tel énantiomère, on va appeler ça, tel isomère, on va l'appeler un épimère, parce que, etc. Nous, on maîtrise tout ce vocabulaire-là, mais eux, non, et en fait, on rajoute des couches de vocabulaire. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important, ça fait partie des choses que je propose, c'est, en fait, quand on construit un chapitre, on liste, on dit, voilà, j'introduis dans ce chapitre-là 10 nouveaux mots, pas plus. Et déjà 10, c'est beaucoup. Problème de l'apprentissage cumulatif. Donc, bah oui, l'enseignement de la chimie organique, c'est on rajoute des strates au fur et à mesure, on complète au fur et à mesure, et tout s'accumule, et on ne peut arriver au bout que si on a intégré tout ce qui était avant. Ce qui n'est pas le cas des outils qu'on voit en physique, en chimie physique ou en chimie générale. Il y a la 3D. La 3D, il y a des gens à qui ça ne pose pas absolument aucun problème, il y a des gens qui bloquent sur la 3D. Alors on a beau dire, il y a des outils numériques qui facilitent l'apprentissage. Le bilan, c'est que ça facilite rien du tout. La seule chose qui est assez parlante, c'est les bons vieux modèles moléculaires en bois ou en plastique. Et c'est assez curieux de voir, donc à l'ère des tablettes numériques, que les élèves préfèrent jouer avec les modèles, donc les jouets, ça leur rappelle les Lego de leur enfance. Donc voilà, le problème de 3D est extrêmement important. Et ensuite, donc, quand on a des problèmes, nous, on a toujours l'impression d'avoir fait des super exercices avec toutes les données. C'est faux. Les résolutions d'exercices sont souvent des tâches complexes. Nous, on estime que toutes les informations sont présentes dans l'énoncé. Il n'y a jamais suffisamment d'informations pour que l'étudiant qui découvre le sujet puisse faire un vrai diagnostic, une vraie analyse pertinente. Parce que nous, tout est préorienté, on estime que forcément, si on fait hydratation de la SN, ça va donner ça, on n'en sait rien. Donc, l'étudiant n'en sait rien et il n'a pas d'outils pour... parce qu'en fait, il y a tellement d'exceptions dans la chimie organique, et surtout ça, on enseigne la chimie organique avec tellement d'idées préconçues sur la formation majoritaire des produits, et c'est souvent pas le cas au laboratoire, que c'est difficile pour l'étudiant. Des mécanismes à tout prix. Donc, les mécanismes... alors, c'est fabuleux les mécanismes réactionnels, c'est vraiment un outil vraiment extraordinaire, mais il est
quelquefois dévoyés. Donc, par exemple, c'est pas la réalité du tout. C'est une bande dessinée qui raconte de façon vraiment hypothétique ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Des collègues ont fait des expériences en disant, voilà, je vais baser mon enseignement sur la chimie organique, pardon, sur l'aspect mécanistique, hein, de façon purement mécanistique, et donc je donne 2 réactifs et je suis sûr qu'ils vont finir par trouver des bons produits. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est quasiment impossible de conduire un mécanisme réactionnel si on ne connaît pas la réponse. Si vous faites des essais, vous verrez, en fait, il y a toujours donc un site nucléophile, un site électrophile qui font qu'ils vont générer des produits qu'on n'a absolument pas anticipés, prévus, et qui font absolument n'importe quoi. Donc, enfin, pas n'importe quoi, c'est logique ce qu'ils font, mais c'est pas ce qu'on attend. À quoi ça sert? Il faut toujours expliquer à quoi ça sert. Le mécanisme, c'est pas uniquement le descriptif. Ça sert à identifier les sous-produits et il faut toujours se poser la question, les sous-produits, est-ce qu'ils sont exploitables? Et surtout à ne pas enseigner de façon dogmatique. Alors, c'est difficile de trouver des informations. C'est ça qui est voilà, c'est un grand paradoxe, parce qu'en fait, construire un cours, les premiers cours sur les mécanismes réactionnels, si on arrive à le faire en interprétant des données physico-chimiques ou des données qu'on a obtenues, qu'importe les données en fait, si on arrive à le faire en interprétant des données ou en formulant des hypothèses, en construisant de façon logique, donc à l'aide d'informations, donc on arrive vraiment à faire des choses très très intéressantes pour enseigner les mécanismes réactionnels. Et ensuite, donc il faut aussi quelquefois penser qu'il n'y a pas un mécanisme pour une réaction et qu'on peut envisager donc l'assistance du solvant. Il faut penser à bien dessiner, donc éviter les flèches qui font 4 km de long pour comprendre que telle partie réagit avec telle autre partie. En fait, si on préoriente les réactifs, on les met les uns à côté des autres, c'est ce qu'on fait quand on fait la modélisation moléculaire, on les préoriente, sinon ça ne marche pas. Donc ça permet de mieux faire comprendre ces fameux mécanismes. Un enseignement actif et dynamique. Alors là, je vais commencer par les 2 petits camemberts qui sont à droite. Donc c'est l'extrait d'une, on voit pas très bien peut-être, c'est un peu petit, donc c'est une publication qui date de 2007 de didactique des sciences qui dit que quand on fait des manips de chimie générale, donc, alors les levels 0, 1, 2, 3, c'est niveau difficulté. Donc 0, on donne tout, le niveau 3, on donne rien. Donc en chimie générale, il y a quand même, alors c'est 2016, c'est fait aux États-Unis, donc il y avait 16% des TP de chimie générale qui étaient faits, donc, on va dire, en démarche d'investigation. En TP de chimie organique, non, c'est 0. Il n'y en a aucun fait. Donc dans l'article, ils proposent d'essayer de faire un constat de ça, essayer de proposer des pistes, et en fait, ils ont un peu de mal, c'est pas évident. Donc là, je veux en venir vers l'idée qu'on peut, il me semble important d'introduire l'initiation à la démarche scientifique et le SFI, la fameuse démarche d'investigation. Ce qui est tout à fait intéressant de faire quand on construit un cours de chimie organique, c'est de le faire en osmose totale avec les élèves, c'est-à-dire partir y avoir vraiment listé leurs prérequis, savoir ce qu'ils maîtrisent, et ensuite construire un cours à partir de ce qu'ils savent. Et donc j'ai déjà pratiqué pas mal de fois et ça fonctionne assez bien. J'avais oublié donc de coupler l'aspect expérimental et l'aspect théorique. Il ne faut pas dissocier la chimie organique théorique de la chimie organique expérimentale, c'est vraiment, ça forme un tout, et il ne faut pas segmenter les deux. Et évidemment, il faut tenir compte de tous les problèmes qu'on a vus avant, c'est-à-dire la quantité de vocabulaire qu'on génère quand on introduit un nouveau concept, les problèmes des savoirs cumulatifs, donc des petits chapitres courts, plutôt que les carbonylés. On a tous vécu le cours sur la chimie des carbonylés, le truc qui fait 50 pages, il y a tout à voir. Bon, en fait, il ne faut pas travailler comme ça ne marche pas. Il faut faire un petit chapitre en ciblant, donnant des objectifs précis. Ensuite, dans le cas de la démarche d'investigation, donc on peut faire, comme je l'avais proposé l'année dernière, j'en avais parlé déjà l'année dernière, donc sous forme d'enquête, de défis, de réinvestissement, d'analyse documentaire, on peut faire des choses très vivantes, très ludiques, pas vraiment, mais très vivantes, pour faire construire donc les cours par les élèves. Et faire appel à la créativité. C'est toujours, tous ceux qui le font, tous les collègues qui le font, c'est toujours fabuleux de laisser libre cours à l'imagination de nos étudiants et s'apercevoir qu'ils sont capables d'inventer des choses mais absolument fabuleuses auxquelles on n'a pas pensé, et quand on les laisse parler, c'est toujours remarquable.
Et surtout, là, ce que je constate depuis quelques temps, c'est que faire appel à leur créativité, ça permet d'identifier des obstacles très précis. Donc c'est toujours très intéressant quand ils proposent des choses qui sont irréalisables. Ça permet vraiment de trouver la source, avec beaucoup d'étudiants, la source de leur problème d'interprétation, de conception, préconception de ce qu'on leur propose. On peut jouer avec les nouveaux jouets qui sont mis à notre disposition, donc on peut faire des cartes conceptuelles, des cartes heuristiques, etc. Donc ça, c'est des jouets qui sont intéressants. Faut avoir une vraie finalité quand on joue avec ça, il faut savoir à quoi ça sert, et il faut maîtriser le domaine dans lequel on... Alors, c'est des outils qui sont très intéressants pour faire, par exemple, l'enseignement de la chromatographie. On ne peut pas l'utiliser partout. On peut l'utiliser en termes de bilan d'une année de chimie organique. On a vu l'ensemble de pas mal de synthèses. Et ensuite, alors, la technologie. Alors, la technologie, c'est super, mais ça fait pas mal d'années que je teste les outils numériques depuis très très longtemps. Et c'est curieux parce que depuis quelques années, je fais en début d'année donc quelques cours avec les diaporamas, des tas d'objets comme ça. Et ensuite, je fais un sondage auprès des élèves. Je leur dis voilà, qu'est-ce que je fais, je continue ou pas. Et tous les ans, c'est convergent, c'est-à-dire qu'ils en ont marre des diaporamas, ils peuvent plus voir les diaporamas. Ils ont envie de construire, ils ont envie qu'un cours se fasse de façon dynamique et en interaction, que les choses soient construites, qu'ils travaillent sur des documents, etc. Donc les diaporamas, voilà, ils sont, enfin moi ceux que j'ai entre les mains, les étudiants que j'ai entre les mains sont pas très fans. Les tableaux numériques, c'est très intéressant, les tablettes et les smartphones. Alors je dis outils à l'action illusoirement satisfaisante parce qu'en fait ça fonctionne très très bien ces outils-là pour les introductions. Voilà. Donc si on veut montrer une petite vidéo, une petite animation pour expliquer quelque chose, mais on a vu des collègues s'investir énormément, passer énormément de temps à construire des séquences complètes d'enseignement de la chimie. Alors je parle de la chimie organique, attention, hein. C'est spécifique à la chimie organique. Donc en utilisant ces outils-là, et la rentabilité en fait c'est avéré pas terrible. Et ensuite je dis attention à l'aspect discriminant de la technologie, il faut faire bien attention à un paramètre, c'est que tout le monde, dans les étudiants, n'est pas à égalité avec l'utilisation donc des nouvelles technologies. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur, tout le monde n'a pas d'accès à Internet, etc., etc. Et donc, on crée, même si on veut faire bien, des discriminations extrêmement importantes. L'évaluation. On sait tous que la première question que se posent les élèves quand on leur dit « prenez une feuille », c'est voilà, comment je vais être noté, comment le prof note. Alors, le prof note en fonction des contraintes qui lui sont imposées. Les contraintes qui lui sont imposées, c'est il a des éléments face à lui parce qu'à la fin, il doit passer un concours, un examen, un diplôme, un module, c'est du CCF, etc. Donc, la notation dépend de ça. On n'est pas obligé forcément de se plier aux contraintes de l'examen. On peut former dans la phase de formation des élèves et faire un petit peu ce qu'on veut. Donc au niveau de la notation, on a tout un panel de possibilités. On peut aller à la note chiffrée de 1 à 20. Si on note au centième, ça signifie qu'on a 2000 petites cases. On peut noter en lettres, comme ça il y en a moins. On peut noter en binaire, acquis, non acquis. Donc si on a des objectifs très clairement déterminés, on peut dire si un objectif est acquis ou non acquis. Donc on a tout un panel de possibilités pour noter. On a tellement l'habitude de noter de 1 à 20 qu'on pense qu'il n'y a que ça, mais noter en binaire, c'est bien, ou en 4 catégories, en 6 catégories, c'est bien aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans les évaluations en chimie orga? Alors, est-ce que je vais cibler les connaissances? C'est ce qu'on fait déjà depuis un siècle et ça ne marche pas. Ou est-ce qu'on va essayer de voir si je peux cibler l'évaluation de compétences? Donc ça signifie, est-ce que je demande de restituer en bloc des choses qui sont apprises bêtement par cœur, ou est-ce que je leur demande d'exploiter ce qu'ils ont appris, leur culture générale, et d'exploiter tout ça et voir ce qu'on peut construire avec ce qu'ils ont acquis. Ça peut être intéressant. Et ensuite, alors créer des évaluations en brassant des compétences, je reviendrai dessus plus tard. Alors l'histoire des compétences, c'est quelque chose qui pose, oui, 5 minutes. Ok. D'accord, ok. Bref, de comptoir pédagogique, hein. J'allais parler des compétences. Je vais aller assez vite alors. Rupture, oui, alors l'histoire des... Oui, toujours sur les compétences. Je crois que les compétences, je vais développer ça plutôt pendant l'atelier. Remédiation, ça c'est un point extrêmement important.
c'est une fois qu'on a fait une évaluation, donc on a vu qu'il y avait des problèmes dans telle ou telle partie d'enseignement de la chimie orga, et qu'est-ce que je cherche à remédier? Qu'est-ce que je cherche à corriger? Est-ce que je vais mettre en place quelque chose pour régler le problème de l'acquisition des connaissances, ou est-ce que je vais essayer de mettre en place pour essayer de corriger le diagnostic que j'ai fait comme quoi une compétence n'est pas maîtrisée? Bon, en fait, l'idéal, c'est de faire les deux en même temps. Et alors, comment on peut améliorer ses connaissances? On travaille sur, c'était dit ce matin, hein, alors il faut travailler sur la mémorisation, il faut travailler sur l'acquisition des automatismes, donc ça c'est souvent ça. Et ensuite, comment améliorer ses compétences? Il faut mettre en place des outils de diagnostic qui permettent de savoir quelles sont les compétences donc, qui dysfonctionnent. Ça signifie créer, et donc ça n'existe pas actuellement, créer des exercices spécifiques qui diagnostiquent donc le problème d'une compétence non acquise dans tel ou tel domaine, je listerai en atelier. Et pour ça, on peut synthétiser le tout en utilisant des feuilles de calcul Excel, en utilisant des bases de données, en faisant un ENT, etc. Donc il y a moyen de synthétiser tout ça. Attention aux usines à gaz, je ne détaille pas parce que ça va être un petit peu long. Bilan. Alors tout ça, tout ce que je vous raconte là, sans donner trop de détails parce que je ferai ça en atelier, je le pratique depuis très longtemps. La question c'est est-ce que ça marche? Donc, alors, l'enseignement par investigation, ça plaît. Ça crée une dynamique dans la classe et c'est plutôt pas mal. L'évaluation par compétences, le problème c'est que c'est extrêmement discriminant. L'enseignement par compétences, puisque dans la partie enseignement par compétences, il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le problème, c'est qu'il y a le savoir-être, il y a l'attitude. Et quand on note ça, on rentre, ça pose un souci. Parce qu'avant, un élève qui avait une mauvaise note, c'est parce qu'il n'avait pas appris sa leçon. Donc, il n'était pas touché intimement. Dès qu'on évalue la compétence, on pique, on va plus loin. Donc, il faut faire extrêmement attention à l'évaluation des compétences. La remédiation, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut avoir des outils diagnostiques qui sont efficaces. Bilan, en fait, tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est on rajoute des mots sur des choses que la plupart d'entre nous font déjà depuis très longtemps. Donc on n'invente rien. Simplement, dans le cas de la chimie organique, ça présente peut-être un intérêt particulier. Je terminerai rapidement avec donc la chimie organique a-t-elle fait sa révolution? Est-ce qu'elle a innové? Et en fait, je m'étais amusé à comparer donc la chimie organique qui pose problème avec des tas d'autres disciplines. Je pense aux sciences de l'ingénieur, à l'informatique, à la biologie, aux biotechnologies. Eux sont soumis exactement au même problème. C'est-à-dire qu'il y a l'avancement donc de la quantité de connaissances est phénoménale. Les concepts sont extrêmement complexes. N'empêche que l'ensemble, donc que ce soit en sciences de l'ingénieur, informatique, biologie, un petit peu moins biotechnologie, ils ont réussi aussi. Ils ont mis en place des systèmes, ils ont simplifié en fait l'approche de leur discipline. C'est la systémique pour les sciences de l'ingénieur, c'est des approches extrêmement intéressantes dans le domaine de l'informatique. Donc, le principe, c'est... non, j'avais fait sauter la diapositive. Donc, on peut se poser la question, et surtout aller voir ce que font nos collègues dans les autres matières pour voir ce qu'ils peuvent nous apporter donc, sur la gestion en fait, de la complexité d'une discipline à enseigner. Je pense notamment au SI, ils ont fait beaucoup de travail là-dedans. Pour presque conclure, donc les propositions pour que ça se passe un peu mieux. Donc il faut identifier clairement les objectifs qu'on cible quand on prépare son enseignement. Donc la première chose, c'est savoir trouver, extraire les informations pertinentes dans un objectif donné. Donc les trouver, c'est une chose, et les extraire. Ensuite, donc ça signifie savoir faire la bibliographie pertinente. Il y a des tas de données qui sont fournies, il faut savoir les décrypter. Ensuite, il faut travailler la spécificité de la chimie organique qui est l'aspect mécanistique, les mécanismes réactionnels. Et il ne faut pas oublier qu'on travaille en permanence avec la biologie, donc ça c'est important, les biotechnologies, et surtout l'aspect instrumentation. On automatise de plus en plus de choses, donc on utilise de plus en plus d'appareils, et on a tendance à complètement oublier. Donc derrière, il y a
En fait, il faut avoir un regard critique sur les résultats obtenus par ces appareils. Ensuite, au niveau expérimental, il faut savoir mettre en œuvre un protocole, exécuter, en étudier la faisabilité, parce que quelquefois, quand on lit une publi, on essaie de la mettre en place, on n'y arrive pas, donc il faut savoir l'adapter. Et ensuite, un point qu'on ne trouve pas souvent dans les programmes, c'est l'optimisation des protocoles. La partie optimisation est, enfin, je pense, quelque chose d'intéressant. Ensuite, il y a l'aspect analytique, donc savoir choisir des méthodes d'analyse donc, qui répondent à une problématique donnée dans le cadre éventuellement donc d'une problématique industrielle avec des critères donc d'incertitude donnée, de répétabilité, etc. Ensuite, ne jamais négliger que ce qu'on fait en chimie organique, c'est pas uniquement pour faire 3 picogrammes dans un petit ballon, c'est aussi pour être éventuellement transposé donc à grande échelle dans le cadre de l'étude de procédés. Et donc ça, c'est une autre façon de voir les choses avec, je disais tout à l'heure, des concepts différents, une approche différente. Et ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect, alors management c'est un grand mot, mais l'optimisation du fonctionnement des groupes, c'est-à-dire que on travaille, alors nous en tant qu'enseignants, on gère un groupe, mais également il y a énormément d'activités qui se font avec les étudiants, donc en petits groupes, ça a été évoqué ce matin, et voilà, on m'a dit que c'est fini. Je ne parlerai pas donc de l'Eigen Factor, et je vais terminer par ça, voilà, c'était osons, revoir nos pratiques, et la question, c'est est-ce qu'on fait le deuil de ce qu'on a connu comme enseignement? Parce qu'on a connu un enseignement avec l'approche par fonction, etc. Et à mon avis, je crois qu'il faut peut-être le rayer et construire autre chose. Alors, il ne faut pas brûler les bouquins pour autant, mais à mon avis, il y a le problème de l'adaptation aux élèves qu'on a maintenant, et je crois que c'est absolument plus possible. Donc les pistes, hein, je donnerai des pistes tout à l'heure dans l'atelier qui suivra. Voilà. Compte tenu de qu'on a rattrapé le retard, je crois qu'il vaut mieux garder des questions.